Durant l'année 2018-2019, le REFAD a effectué des mini-sondages sur divers aspects de la formation à distance auprès des membres du réseau. Vous avez dû être sollicité. J'invite donc Mme Marcelle Parr, qui est d'Action Compétences, à nous présenter les résultats de ces mini-sondages. Marcelle, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé. Alors, présenter des résultats de sondage, c'est l'activité par excellence pour suivre un bon repas copieux. Alors, je vais essayer quand même de vous mettre en évidence les éléments les plus intéressants dont vous pourrez vous servir pour soit vous comparer ou soit voir ce qui se passe un peu dans l'ensemble du réseau. Donc, bienvenue à tout le monde sur le web également. Je vais vous présenter 6 résultats. Les mini-sondages 2018-2019. Le premier, votre établissement possède-t-il un service technopédagogique? Conception, production, intégration web, etc. Deuxième, votre établissement met-il en place des activités de perfectionnement pour son personnel en FAD? Troisième sondage, votre établissement met-il en place des mécanismes d'évaluation de ses services de formation à distance? Quatrième sondage, votre établissement développe-t-il des partenariats pour l'organisation de ses activités de FAD? Cinquième, jusqu'à quel point les différents colloques, congrès, présentations, ateliers, etc. influencent votre pratique? Et le dernier, est-ce que votre institution a une politique sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle en FAD? Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une version abrégée de quelques diapositives seulement. Il y aura disponible sur le site du REFAD une version développée avec un plus grand nombre de données détaillées. Le premier sondage, est-ce que votre établissement possède un service technopédagogique? Il a circulé le 28 août dernier. Alors, on voit que sur 48 répondants, il y a 61% des répondants qui possèdent un service technopédagogique et 39% des répondants qui n'en possèdent pas ou pas encore. Les répondants de l'ordre universitaire, 10, collégial, 26 établissements, secondaire, formation professionnelle, éducation des adultes, 3, un organisme provincial et le ministère de l'Éducation qui a eu la gentillesse de répondre à notre sondage. Maintenant, chez les répondants qui ont dit oui, qu'ils avaient chez eux un service technopédagogique, il y a une répartition que vous verrez dans la partie, le fichier détaillé. Vous pourrez constater que sur les 25 établissements qui possèdent un service, 8 d'entre eux, c'est un service qu'on pourrait qualifier de minimal, c'est-à-dire un conseiller technopédagogique, un conseiller en TIC. 4 établissements, c'est un service qui est peut-être plus de base ou nouvellement installé, conseiller technopédagogique, enseignant, expert contenu, technicien. Parmi ceux toujours qui ont répondu oui, 9 établissements, là, un service un petit peu plus élaboré ou un service un peu plus établi, qui comporte les personnes ou les postes que j'ai mentionnés tout à l'heure, mais avec des techniciens, graphistes, programmeurs, intégrateurs, des experts en multimédia. Et 4 établissements, un service qui est très élaboré, gestionnaire, chef de projet, coordonnateur, spécialiste en sciences d'éducation, concepteur technopédagogique, enseignant, expert contenu, rédacteur, narrateur, traducteur, spécialiste en rédaction, réviseur linguistique, acteur, caméraman, etc., etc., responsable de l'édition, pour aller jusqu'au commis, aux agents de secrétariat, techniciens d'administration. Alors, 4 de ces 25 établissements avaient un service très élaboré. Donc, on voit que c'est quand même partagé, mais on retrouve la majorité avec des services qui sont assez bien établis quand même, chef de projet, concepteur technopédagogique, enseignant, expert contenu et les spécialistes de médiatisation. Ceux qui n'ont pas de service technopédagogique bien installé, parmi eux, on a mentionné dans les commentaires qu'il y avait de l'impartition, c'est-à-dire on donnait nos services à l'externe pour la conception de cours. D'autres ont dit qu'il n'y avait pas de véritable service de technopédagogie, mais qu'il y avait quand même des technopédagogues engagés pour des projets spécifiques. Alors, si on considérait ces réponses-là
comme des réponses oui positives, ça ferait augmenter le pourcentage de oui autour de 68%. Donc, on peut dire qu'entre 60 et 68% des établissements ont un service de technopédagogie qui est à différents degrés plus ou moins élaboré. Et la simple question a fait penser à certains établissements de dire, oui, il faudrait vraiment structurer nos activités d'une façon un petit peu plus, disons, définie. Et certains ont répondu que les modes de conception actuels consistaient strictement à transférer du contenu de cours existants du contenu en ligne sur des environnements d'apprentissage. Alors, quand on est dans une première démarche comme celle-là, les services technopédagogiques ne sont pas très élaborés, mais de toute façon, on se rend vite compte qu'il y a d'autres besoins. On ne peut pas copier-coller un cours en face-à-face sur un environnement numérique. Alors, il y avait des commentaires intéressants. Maintenant, le mini-sondage 2 qui a circulé le 2 octobre 2018, votre établissement met-il en place des activités de perfectionnement pour son personnel en FAD? Si oui, lesquelles? Alors, sur les 33 répondants, 30 établissements, 80% des établissements ont des activités de perfectionnement pour le personnel en FAD. Alors, c'est un très, très bon score. Et c'est différent selon les établissements. Encore ici, je ne vous ferai pas toujours l'énumération des établissements répondants, mais ça vous donne une idée. Ça ressemble, là, les universitaires, 8 établissements, collégiales, 19, des organismes provinciaux, ici, il y en a 2. Il y avait un établissement qui était non identifié. Donc, ça va jouer dans ces proportions-là pour l'ensemble des 6 sondages. Maintenant, au niveau des activités comme telles, quelles sont-elles, ces activités-là? Bien, les activités de perfectionnement qui sont offertes à l'interne, on parle d'approche et de moyens, par exemple, de l'accompagnement 1 à 1 ou de l'accompagnement d'équipe, des ateliers qu'on va offrir à l'interne, des webinaires, des formations individuelles, collectives, du coaching, du jumelage entre enseignants, communauté de pratique. Au niveau d'outils, on a nommé boîte à outils asynchrone, guide, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui existent. Les répondants ont pensé de nommer ceux-là. Et certains commentaires, certains répondants ont dit que les formations étaient pour l'ensemble des catégories de personnel. Donc, on n'oubliait pas ni les techniciens, ni les gestionnaires, ni les enseignants, et ni même les conseillers, parce que tout ce beau monde-là, tous ces différents profils de poste ont besoin de se former aussi à la formation à distance. Certains ont dit qu'on donnait une formation de départ au personnel enseignant, plus des formations plus avancées selon les besoins et à différents degrés selon les équipes. Il y a certains établissements qui libèrent leurs enseignants pour donner une formation globale sur la formation à distance. Et puis, on va aussi donner des mini-colloques. Et un établissement a dit qu'il y avait des ateliers sur la FAD qui étaient offerts aux apprenants. Probablement, ce n'était pas spécifié, mais probablement, c'est le genre d'atelier. Qu'est-ce que c'est apprendre à distance et comment faut-il être autonome et persévérant? Quelles sont vos qualités? Enfin, présumons un peu. Mais un atelier sur la FAD offert aux apprenants, c'était mentionné. Maintenant, des activités externes, bien sûr, tous les ateliers, les webinaires qu'on peut trouver chez différents organismes, la plupart des établissements qui ont répondu disaient qu'ils participaient à ce genre d'activités-là, REFAD, APOP, CFORP, FADIO, un organisme en Alberta, tout ça, qui donne des activités de formation. Et les thématiques de formation, la technopédagogie, l'utilisation pédagogique du numérique en enseignement, donc, des bonnes pratiques en formation à distance, comment transformer des cours et des activités, la scénarisation pour transformer nos activités en formation à distance, l'animation, la gestion de classe en ligne, la gestion des équipes en ligne, téléenseignement, visioconférence, parce que le téléenseignement, ça n'a rien à voir avec l'enseignement en face-à-face non plus. Donc, il y a des habiletés à développer. On entendait Martine ce matin nous dire qu'elle aimait avoir un visage en même temps qu'elle voyait ses autres élèves dans sa classe. Donc, il y a toutes sortes de dimensions d'animation à prendre en compte et vers lesquelles se perfectionner. La planification de cours en ligne synchrone.
qui est quelque chose de spécifique aussi, l'évaluation en ligne, l'apprentissage hybride, la pédagogie inversée, l'apprentissage actif, la ludification, le micro-apprentissage, l'apprentissage mobile, tous ces mots-là, tous ces vocables-là, je pense que dans l'ensemble des établissements, vous êtes intéressés à ces types de perfectionnement-là aussi. Voilà pour le deuxième. Le troisième mini-sondage, le 5 novembre, votre établissement met-il en place des mécanismes d'évaluation de ses services de formation à distance? Si oui, lesquels? C'était une question qui était assez vaste et on a eu plusieurs types de réponses, au sens où, oui, les mécanismes d'évaluation pour 66 % des établissements, oui, il y en a, mais ils sont très variés. Sur 19 établissements sur 27, c'est une évaluation qui porte sur l'appréciation des services par les apprenants. Comment a été votre cours, la qualité du contenu, l'encadrement, la qualité des plateformes, les services pédagogiques, les services technologiques. Donc, l'évaluation, majoritairement, chez tous les répondants, l'évaluation portait majoritairement sur la satisfaction des apprenants. Maintenant, il y a certains répondants qui ont parlé d'évaluation institutionnelle des enseignants. Des mécanismes d'évaluation de ces services de FAD ont été vus pour comment vous évaluez vos profs. Donc, la prestation des cours, la scénarisation, les compétences technologiques. Et deux des répondants ont parlé de la qualité du système de formation à distance, c'est-à-dire la performance du service de FAD, les nouveaux processus, l'innovation et ainsi de suite. Dans le fond, la question visait surtout ces services d'évaluation-là, donc d'évaluer la performance du système de formation à distance, mais on a vu que les gens, la majorité, étaient centrés déjà sur l'évaluation des apprenants. Parmi les commentaires, ça a été dit justement qu'on ne savait pas trop de quelle manière aborder la question, mais les gens sont allés avec ce qu'ils vivaient de plus, je dirais, conforme à leur pratique. Maintenant, le quatrième... j'avais ici une diapositive pour me montrer la répartition. Donc, on voit là, que les 19 répondants, l'appréciation des apprenants, les compétences enseignantes pour 5 établissements et puis la qualité du système de FAD. Le quatrième mini-sondage, le 3 décembre, est-ce que votre établissement développe des partenariats? Oui, à 57 %, non, 35 % et ne sait pas 7 %. Ce sont des partenariats qui dépassent là, les simples ententes de services. On va parler de partenariats pour la conception, on va parler de partenariats pour mise en ligne aussi, diffusion de l'offre de cours, l'échange de pratiques, l'achat d'équipements, le partage d'expertise. Et un établissement nous a dit qu'il y avait une baisse de l'impartition ou en tout cas, au fur et à mesure du développement de l'expertise à l'interne, on avait moins recours à du partenariat puisque, au fur et à mesure que l'expertise se développe, on est capable d'utiliser nos ressources localement. Parce que le partenariat, c'est riche, c'est intéressant, mais c'est exigeant aussi. On a eu ce commentaire. Maintenant, on voit ici les échanges avec différents organismes pour 9 répondants. Le partenariat avec un organisme pour 6 répondants et un seul répondant qui est le FADIO. On parlait d'un partenariat qui était un regroupement d'organismes. Et on voit ici la répartition, 5 établissements au niveau de la production de matériel, 4 pour échange d'expertise, 3 pour diffusion et 3 répondants, formation, coordination, évaluation des activités de formation à distance. Le mini-sondage 5, le 22 janvier, jusqu'à quel point les différents colloques ou congrès vous influencent dans votre pratique. C'était une question qui était très vaste parce qu'on voulait avoir des tendances qui puissent se dégager. Donc, beaucoup, c'est une belle réponse. Oui, ça nous influence beaucoup. Donc, majorité ont répondu oui. Mais on voit qu'il y a 6 répondants qui ont dit « ça m'aide à développer de nouvelles pratiques, des outils, des références ». 5 répondants pour l'accompagnement des enseignants, 5 pour le transfert et le réinvestissement dans ma pratique. Donc, on ne sait pas si c'est des conseillers ou des profs nécessairement ici. Il y a 3 répondants qui ont dit « ça nous aide pour développer notre argumentaire sur la FAD auprès de nos dirigeants ».
3 qui ont dit « ça m'aide à développer ma propre approche réflexive », 2 qui ont dit « ça m'aide à me mettre à jour, de voir les tendances émergentes », 2 « ça m'aide à faire du réseautage professionnel », on le voit ici, les gens échangent beaucoup, et 2 qui ont dit « c'est très motivant aussi de participer à de telles activités ». Le dernier, le 26 février, « Est-ce que votre institution a une politique sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle? » Là, on voit qu'on commence à peine à s'y intéresser ou en tout cas à développer des modèles ou des politiques. 78% des établissements n'ont pas encore de politique et 21 commencent à en développer. On va mentionner qu'il y a une politique existante, mais qui est non spécifique à la FAD. Alors, il y a certains répondants qui ont répondu non parce que ce n'était pas spécifique à la FAD. On voit aussi qu'il y a des règles sur l'intégrité académique à plusieurs endroits qui ne sont pas une politique en tant que telle là, sur les droits d'auteur ou la propriété intellectuelle, mais on voit que sur les 78% qui ont répondu non, il y a quand même une démarche vers l'établissement de normes concernant les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Ça met fin aux résultats des mini-sondages. Alors, je laisse la parole à Lise. Merci, Marcel. De mon côté, j'invite M. Alain Langlois. Il voudrait vous adresser un petit mot. Un gros merci, Marcel. En passant, je sais que tout à l'heure, c'est l'Assemblée générale annuelle. Ceux qui s'en doutent aussi le savent. Et certains d'entre vous vont s'en aller, c'est pas grave, on vous aime quand même. Mais pendant l'Assemblée générale annuelle, habituellement, on souligne les documents qui ont été mis en ligne par le REFAD. Cette année, on était très chanceux, je vais en parler tout de suite. On a eu 2 excellents documents, guides, études, qui ont été mis en ligne. La première a été faite par l'équipe du CEDAF, l'étude sur les stratégies pour accroître l'interactivité des cours en ligne, design et mise en œuvre. Vous avez l'information sur ce document-là dans le document qui s'appelle « Rapport de la Direction générale REFAD ». Et vous avez également un document qui a été mis en ligne par Mme Marcel Parr. Mme Parr a passé d'ailleurs 6 mois dans un cabanon au Brésil, sur le bord du Nil, en mangeant des os de poulet, et pour nous faire un document pour apprivoiser la distance, qui est à la page 5, guide de formation et de soutien aux acteurs de la formation à distance, un excellent document, un travail de maître. Effectivement, c'est très solide. On vous invite à visiter le site du REFAD. Vous allez obtenir toutes les informations dans la section documents et l'information qui est donnée là-dessus. Et Mme Parr a fait un travail, soyons polis, un travail de moine. Elle a eu des contacts jusqu'à 55 intervenants en formation à distance et est en mesure de mettre sur papier, sur PDF et avec beaucoup de liens interactifs, toutes ces interventions-là pour monter un... Et on vous remercie. Elle vous remercie. Moi, je ne vous connais pas, mais elle vous remercie. Si vous n'êtes pas dans ces 55 personnes, dites-vous que vous ne faites pas partie de la formation à distance. C'est pas compliqué. Alors, moi, je pense que ça vaut encore une fois une excellente main d'applaudissement. Merci. Merci, Marcel.